bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Naïg Loulen. Bonjour, merci à toi. Bonjour, enchantée. Voilà. Donc nous sommes heureux de t'accueillir à la Nouvelle Factory. Et ma première question va être, quel est ton sentiment par rapport à cette exposition qui vient de démarrer? Eh ben, déjà, j'ai la joie de partager le lieu avec d'autres artistes qui me plaisent beaucoup. Là, on a eu un vernissage qui était fort sympathique, le lieu est agréable. Merci pour cette chance. Peux-tu te présenter en quelques mots? Oui. Alors, je m'appelle Naïg Loulen. J'ai créé Aberaku le 10 octobre 2017. 2 ans avant, j'ai découvert la Terre, donc ça a été rapide, hein. Ça a été une véritable vocation, hein. J'ai mis les mains dedans et au bout de 3 mois, j'en faisais matin, midi et soir. Donc, je suis passionnée par le raku. C'est une technique de cuisson de céramique japonaise qui fait un jeu de craquelure sur les pièces. Et voilà, j'ai un univers marin. Je fais juste une petite parenthèse pour quand même expliquer que nous sommes à la Nouvelle Factory. La Nouvelle Factory, en fait, est située dans un entrepôt. Alors, un entrepôt, évidemment, il y a des gens qui travaillent. Et effectivement, vous allez avoir des parasitages de bruit, d'élévateurs, de personnes qui peuvent parler, etc. Donc, on s'en excuse d'avance. Mais en fait, nous avons un lieu très sympa. Comment as-tu découvert ta passion? Comment c'est venu? Oh, c'est rigolo, j'ai remplacé la fille d'une amie, des amis qui déménageaient dans le sud de la France. Et j'ai remplacé sa fille dans une association en milieu d'année. Donc ça a été rapide, hein. C'est un déclic. Ah ouais, c'était un déclic. déclic complet. Ouais. Ouais. Voilà, la petite pièce qui devait être petite est devenue grande. Et l'année d'après, j'enseignais déjà aux enfants. Ah ouais, donc 2 ans après, j'enseignais aux adultes en autonomie. Enfin, ça a été très vite. Tu peux me décrire une journée type? Donc, quand tu te mets à créer, comment ça se passe? Alors, c'est pas une journée type que je vais vous raconter, c'est plutôt un mois type, parce que j'ai vraiment un travail qui est morcelé. Donc, du coup, ça va démarrer évidemment avec la réception de la terre qui se fait à peu près 2 fois par an, où je consomme quasiment 1 tonne de terre par an. Produit aussi de base pour pouvoir faire les émaux, parce que je les cuisine moi-même, je les dose, je les tamise. Après, je vais avoir donc le modelage. Je fais que des pièces uniques, parce que j'utilise pas de moule, enfin sauf exception de un, mais en fin de compte, c'est juste un saladier pour faire des sphères. Le reste, c'est sculpté. Tout est sculpté à vide en compression d'air. J'ai une relation à la terre qui fait que j'aime pas du tout évider une pièce, j'ai l'impression de faire du gâchis. Je joue avec le timing du séchage. Et donc c'est pour ça que tes pièces sont assez lourdes. Parce que quand on les a installées, on a vu qu'elles pesaient un certain poids. Et oui. donc. Ouais, effectivement. Puis même le raku, on n'a pas droit d'erreur en fin de compte sur la fabrication de la pièce. Donc on va respecter des épaisseurs de partout, des collages qui sont vraiment garantis pour que ça fissure pas avec le choc thermique. Et ouais, ça fait des pièces un peu épaisses. Effectivement. En fait, le raku, pour les spectateurs, il faut expliquer, en fait, c'est la pièce qui sort à plusieurs centaines de degrés du four et qui est mise dans de la sueur, qui se met à brûler, et il y a un choc thermique qui se fait. Ouais. Alors du coup, je vais en revenir après le modelage, et je réponds à ta question. Après le modelage, je vais avoir un temps de séchage. Donc je vais devoir disposer mes pièces dans mon atelier, en fin de compte, sur des étagères de séchage. Si besoin, je les installe après dans le four sur un système de niveau. En fin de compte, je mets des quilles entre les plaques, ça fait un peu château branlant. Et là, je peux aussi envoyer un séchage de 5 heures, 6 heures en montant avec des petits paliers à 200 degrés, tout doucement. Après, je vais enchaîner sur un four biscuit. On appelle ça un biscuit. C'est une première cuisson où moi, je monte à 980 degrés. Et ça va permettre à la terre d'être dure et de rester poreuse pour pouvoir l'émailler. Je redémonte mon four, j'émaille les pièces. Moi, j'ai 2 jokers. J'ai le joker, soit je fais du raku, ce qui est ma spécialité, et à peu près 95% de la production, ou je peux faire aussi du grès. D'accord. Donc, du coup, je dispose de 2 fours. Une cuisson classique, quoi. Une cuisson classique, lente, 7-8 heures de cuisson, avec des paliers progressifs. On attend que le four soit refroidi, donc moi, je trépigne pour l'ouvrir. Parce qu'il faut attendre que ça redescende à 100 degrés. Tandis que le raku, où là, c'est vraiment mon terrain de jeu, je vais émailler les pièces. Alors là, il faut désémailler les parties inférieures, parce qu'autrement, ça va fondre comme du verre dans le four. Et là, j'ai un autre four qui est dans ma descente de cave. Et alors là, c'est trépignant parce que ça va monter en 1h30 à 915 degrés. On va voir par le biais d'une petite lucarne l'émail qui va être poudreux à l'origine, qui va devenir mat,
qui peut, après, il va devenir brillant, il va s'étirer, il peut y avoir des cloques aussi qui se créent. Et en fin de compte, c'est que on a deux options, hein. Soit c'est pas assez cuit, il faut attendre que ça s'étire, soit c'est trop cuit et là c'est foutu. C'est tout un jeu d'alchimie. Et donc là, je m'habille comme un cosmonaute, le masque à cartouche, la veste de pompier, le double pantalon. Je me mets vraiment en concentration. Enfin, je suis dans ma bulle. En homme du feu, quoi, on dirait. Ouais, voilà, exactement. J'ouvre le four à 915 degrés. Et là, là, c'est une petite bouffée de chaleur. Et moi, j'ai une adrénaline impressionnante qui arrive. Et je vais devoir la canaliser parce qu'il faut que je prenne les pièces avec des pinces. Comme elles sont incandescentes, elles sont ultra fragiles. Et comme je me freine pas dans le type de création, vous voyez, des fois, c'est assez sportif. Et là, je les dépose sur un lit de copeaux de bois. Alors, les copeaux de bois, du bois blanc quand on veut faire un émail transparent pour que ça teinte pas. Puis après, si j'ai envie d'avoir des effets, et ben je peux aller travailler sur du chêne. Il y a des fois, c'est les feuilles qui traînent dans le jardin. Enfin, tout y passe. Et tout y passe dans le sens que c'est l'inspiration du moment. C'est des pièces quand même assez lourdes. La pièce qui est derrière nous, là, qui pèse quelques... Je sais pas combien elle pèse en kilos. J'ai beaucoup souffert. Mais pour manipuler ce genre de pièces, il faut... t'as l'air pas... il faut vraiment être fort. Faut gainer. Il faut gainer. Alors, il y a une petite aventure avec cette queue de baleine, c'est un peu la blague lunette, c'est que mon premier four est grand, donc je suis pas trop... je peux faire des grosses pièces. Tandis que mon four à coups, pour que vous imaginiez, c'est un four bidon allongé avec une réhausse centrale. Donc ça fait un gros volume tout de même, et je suis autonome pour l'ouvrir toute seule. Ça, c'est le gros avantage. La queue de baleine passait pas dedans. Je l'avais émaillée, j'avais tout fait, et là je fais elle passe pas. Et je l'ai penchée de biais pour la retirer. Et effectivement, quand je sors des pièces comme ça, j'arrête de respirer. Je me mets en apnée et parce que c'est limite au niveau de ma force parce qu'on a des leviers au niveau des pinces, bras de levier, donc du coup ça alourdit encore plus les pièces. C'est une belle victoire à chaque fois quand ça sort. Donc l'enfumage. Et une fois que l'enfumage est fait, alors du coup on entend le chant du raccourc. Ça c'est merveilleux parce qu'en fin de compte c'est le choc thermique qui fait que l'émail fissure. Pas la terre, juste l'émail. Et en fin de compte on entend gling gling gling. C'est l'émail qui fissure, ça prend feu. Et c'est le carbone de la fumée qui va rentrer dans l'émail et qui va faire des réseaux aléatoires de craquelures. Alors là on se retrouve avec des graphismes surprise, ou alors des fois des très belles surprises, des graphismes qui se dessinent comme des lignes d'écriture japonaises. Enfin c'est... Moi, j'ai l'impression de faire des cadeaux à chaque fois. C'est intéressant, ça m'aiderait peut-être un jour d'aller te voir dans ton atelier. Oui, je fais des portes ouvertes en plus. Et voir comment tu travailles, parce que je pense que nos spectateurs seraient intéressés de voir un peu la technique, qui sera peut-être plus parlante que d'en parler. Ouais. Pour finir cette étape-là, on sort les pièces de la malle, on fait couler de l'eau dessus, puis après, on brique. Alors, selon les formes, au spongex, à la brosse à dents, enfin, tout y passe, quoi. Faut juste se faufiler sans... Je casse très, très peu de pièces en sortie de four. Puis j'ai mis tellement d'affect, autant vous dire que j'y prends soin tout particulièrement. D'ailleurs, vous pourrez aller voir sur le site ou sur la vidéo, on va présenter quelques-unes des pièces pour bien comprendre un peu le travail qui est fait. Mon monde marin qui est issu en fin de compte un peu d'une histoire familiale parce que j'ai toute une série d'hommes de mer, j'ai 4 générations d'hommes de mer dans mes ancêtres de la Vervrac et du coup j'ai un sens de perpétuer un peu cette tradition, je vends du poisson. Donc voilà les différentes étapes et en fin de compte il faut s'imaginer que ça me prend en général 2 mois entre le moment où je commence à fabriquer et le moment où j'ai fini de cuire. Et puis après, je m'amuse à aller prendre des photos aussi. Je promène à la mer, dans l'eau, sous l'eau. Donc il y a tout un travail de... Ouais. Et en fait, ce qui m'amène à la question suivante, c'est tes inspirations. Donc c'est la mer en fait. Mes inspirations, c'est la mer. C'est le voyage aussi, parce que j'ai habité en Calédonie pendant 1 an et demi et j'ai fait beaucoup de plongées et j'ai vu tellement de belles choses que tout le poisson, les colorations de mes poissons, on voit bien que ça fait un peu exotique. Et après, le poisson en tout genre, et puis il n'y a pas que du poisson. Je sais qu'une des pièces que je préfère, c'est une pince de homard. Et comme j'ai passé une partie de ma jeunesse à vivoter entre les bassins, les crabes et les homards, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc on a abordé la technique, les inspirations, donc la Nouvelle-Calédonie.
Et est-ce que tu as des artistes qui t'ont inspiré? Des artistes qui m'ont inspiré. Alors, je me rappelle à un salon avoir rencontré Pascal Arnois, qui est un sculpteur de bois, et qui faisait des pieuvres. Entre le personnage et les créations, c'est quelqu'un qui est pour quelque chose sur mon parcours. Et après c'est marrant, hein, j'ai longtemps pas regardé ce qui se passait autour, en fin de compte, parce que je fusais tellement d'idées que j'en avais largement assez. Des artistes, enfin bon, je suis avide d'aller faire des visites de galeries d'art, de musées, Ouais, enfin ouais, tout y tout à passe. fait. Les voyages, les couleurs, les petites déformations professionnelles. Dès que je vais dans un lieu, je peux pas m'empêcher de tout regarder, quoi. Et en fin de compte, c'est pas la céramique que je vais observer, c'est les formes et les autres matières en général. Donc nous sommes toujours à la Nouvelle Factory, donc avec l'ambiance de travail qui nous suit derrière nous. On va pas empêcher les travailleurs de travailler comme dans l'autre. Hein. Toi, donc, l'art, c'est un défi, et quels ont été, par exemple, les moments les plus difficiles, en dehors de sortir des grosses pièces comme la queue Ouais. de baleine derrière nous? Bon, moi, j'aime bien le challenge. Alors, ça n'a pas été le plus dur, hein, au final. Qu'est-ce qui va être... c'est une question qui me semble... je sais pas, en fin de compte, c'est fluide pour moi, la Terre. Depuis que je l'ai rencontrée, je me suis dit que j'aurais peut-être pu la rencontrer plus tôt. Et c'est une véritable vocation. Non, j'ai pas eu de moment. Si, allez, peut-être l'apprentissage de l'émail. Où là, je me suis rendu compte que le monde était trop court et que ça, c'était trop vaste. Où j'ai plutôt eu une déception en me disant que il y avait un terrain de jeu que j'allais pas pouvoir explorer à fond. Mais après, non, c'est un monde qui est fluide pour moi. C'est c'est mon art à moi. Hein, Oui, oui, tout à fait, c'est chacun. Et est-ce que tu as quelque chose une pièce ou un moment dans lequel tu es particulièrement fier d'avoir réussi, par exemple, un challenge, un moment qui t'a marqué, par exemple? Alors, je mets énormément d'affect dans toutes mes pièces. Ça, c'est un truc. J'ai des pièces que je cache à la maison, ouais, effectivement. J'ai une grande baleine que j'ai faite en grès avec un émail qui s'appelle écaille de poisson, histoire de tout de même d'aller jusqu'au bout de l'aventure. J'ai vraiment une grosse baleine que je cache. J'ai dû la sortir 2 fois. J'ai une pince de homard, une pince de crabe que je sors, ou limite je mets pas d'étiquette de prix dessus parce que je les ai trop en affection. Non, j'en ai de nombreuses. Et puis là, j'ai surtout ces derniers temps un émail que je travaille depuis 2 ans. Parce que je change mes techniques d'émaillage chaque année. Je mélange mes seaux des mots pour pas les reproduire. Moi, je cultive la surprise. Et c'est un émail que je maîtrise pas. Et alors là, moi, ça me régale. C'est chaque fois, j'aime aller jusqu'à maîtriser pour trouver autre chose. Je fais des formations chaque année aussi. Donc en fait, tous les ans, on peut te contacter et prendre rendez-vous pour une formation chez toi, dans ton atelier. Alors, comment ça se passe, par exemple? je fais des stages. Je fais des stages journaliers régulièrement où on est puni, il faut revenir pour faire l'émaillage et la cuisson. Je prends des personnes en stage professionnel aussi de temps en temps, surtout de mon ancien centre de formation. Quand je dis je fais des formations, c'est que moi je vais en vivre en fin de compte. Donc ça m'amène aussi à ma prochaine question. Donc, quel est le rôle de l'art pour toi dans la société? C'est aussi de le transmettre. Ah oui, ça c'est. Moi, je suis toujours émue quand je vois quelqu'un qui m'achète une pièce. Je m'imagine qu'il a quelque chose que j'ai façonné de mes mains. Selon toi, donc, quel est le rôle de l'art dans notre société aujourd'hui? Alors, je pense que prioritairement, c'est une transmission d'émotions, déjà. Moi, je suis super émue toujours quand je vois quelqu'un qui achète une de mes pièces. M'imaginer qu'il va l'exposer à vitam aeternam chez lui, qui va vivre avec. Alors ça, moi, ça m'émeut. Je trouve ça somptueux. On a de l'art qu'on aime, de l'art qu'on n'aime pas, mais on est jamais indifférent à. Ouais, tout à fait. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que moi, en tant que photographe, donc c'est vrai que quand j'expose une œuvre, si au bout de 3 jours je peux plus la supporter, je peux pas la vendre. C'est du rêve. Il y a plein de choses qui va dans une pièce d'art en fin de compte. C'est ce qu'on y lit, ce qu'on y comprend. Et donc, par rapport à tout ça, comment vois-tu l'évolution de l'art par rapport aux nouvelles technologies, l'IA? Très bonne question. Très bonne question. Surtout toi qui es plutôt dans la matière plutôt que dans le virtuel. Ouais, donc j'ai un peu quelques difficultés à répondre à ta question. Et je vois des choses qui se font déjà avec
Niveau informatique, je sais pas quoi trop te répondre à cette question. J'espère juste que, en fin de compte, la matière restera prépondérante, Oui. que le réel, que les gens prendront soin toujours d'être aussi attentionnés et savourer autant le travail qu'on fait de nos mains. Je pense restera un artiste, Ouais. parce que si on confie la tâche à un robot, bah, il la fera bien, mais il va que la répéter. Donc il fera des pièces identiques. Alors que l'art, c'est quoi? Bah, c'est justement la probabilité de pièces non identiques. Peut-être que l'IA va nous aider à en parler, par contre. Parce que pour avoir fait des recherches déjà sur des textes, qu'est-ce que le raku? C'était assez époustouflant de voir. Il y avait des textes qui étaient beaux, qui étaient bien représentatifs. Ou trouver des techniques justement dans tes mélanges, dans tes poudres. Non, c'est nous artistes parler ou écrire. Il y a des fois, ça nous prend tellement aux tripes qu'on a du mal à faire quelque chose de construit et de compréhensible, tu vois. Et l'IA peut vraiment traduire, en fin de compte, structurer structurer un texte de manière. Et donc, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans l'art ou qui voudrait faire ce que tu fais ou autre chose? Alors, je vais répéter une rencontre que j'ai eue avec une jeune femme de, je crois, 17 ans, qui était accompagnée de sa maman. Je faisais une sortie de four et puis ils ont passé la tête au-dessus du portail. Hein, et ils m'ont interpellée, en fin de compte, que c'est toujours impressionnant les sorties de four, donc elle avait envie de voir. Et puis par la suite, la maman, ma première question qu'on me pose à chaque fois, c'est « Est-ce que tu as envie ?» Et moi, et elle m'expliquait que sa fille était attirée par l'art, quoi, la création de l'artisanat aussi. Et là, j'ai regardé la jeune fille et puis je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu as le choix de faire autre chose? Donc là, la maman, elle est restée un petit peu à reculons et puis je lui ai dit, mais si c'est ça que tu as besoin de faire, si c'est comme ça que tu as besoin de t'exprimer, tu trouveras des solutions pour en vivre. Enfin, moi, j'ai pas le choix, j'ai besoin de créer. Et j'ai fait plein d'emplois différents, je me suis toujours investie, mais la terre, je peux pas la lâcher. Donc, à un moment donné... C'est vraiment une passion, quoi. C'est viscéral, c'est une vocation, c'est quelque chose... c'est un mode d'expression, c'est un mode de partage. Donc après, faut se donner les moyens. Hein. J'ai cravaché, mais après, on fait des belles rencontres. Merci la Factory. Bah, c'est ça. Puis c'est un milieu de personnes qui me parlent, que je comprends, pas que être enfermé dans son atelier, même si on adore ça. Oui, tout à fait. Il faut rencontrer les gens. Ouais, c'est vrai que les expositions sont très importantes. Ouais. Et aller voir des expositions, la plupart sont gratuites. Hein. Par exemple, vous venez à la Nouvelle Factory, c'est gratuit. Ça fait plaisir à l'artiste de rencontrer du monde, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Et donc, par rapport à tout ça, tu aurais un livre, un film, une expo à nous conseiller? Ah, la Bible du Raku, le Rakuvaria. C'est vraiment un bouquin extraordinaire. Après, je mange de tout hein, dans les bouquins. Je peux vous proposer des livres totalement indigestes avec des formules chimiques pour faire des émaux. Puis voilà, et puis autrement, des bouquins d'art, ça va passer partout, hein, la déco d'intérieur, enfin il peut y avoir de tout. Eh ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc évidemment, nous invitons notre public à venir visiter la Nouvelle Factory. Donc nous sommes ouverts les mercredis, jeudis et vendredis. N'hésitez pas à visiter notre site. Et surtout, suite à cette vidéo, cliquez, partagez et abonnez-vous. Ça fera toujours très plaisir. Et nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée et à bientôt. Bonne fin de journée, merci. Merci.